Hey, bonjour et bienvenue au podcast Vivre avec un grand V. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Anouk Paradis, qui est ma professeure de yoga à moi, mais à plein d'autres aussi, depuis plus d'un an qu'on se connaît déjà. On est ici à Vimaru-Témiscamingue. Elle est déménagée dans notre coin de pays un peu plus d'un an aussi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire pour plein de choses. Elle m'a raconté plein d'affaires que je savais pas, mais elle m'inspirait déjà par sa façon d'être, par qui elle est. Et moi, je l'appelle mon petit Bouddha joyeux parce qu'elle me fait découvrir le yoga d'une façon très zen, très douce, mais aussi très joyeuse parce qu'elle nous dit toujours laissez aller ce qui peut être là, puis souriez. Et ça, ben pour moi, ça me fait un grand plaisir. Donc, bienvenue Anouk et merci d'avoir accepté d'être là. Merci Véro de l'invitation. J'étais bien honorée de faire partie de ta sélection. Oui, parce que dans le fond, avec le podcast Vivre avec un grand V, je présente des gens qui m'inspirent, des gens qui me donnent le goût de me dépasser, puis des gens que j'ai envie de faire découvrir aux autres parce que je pense qu'ils ont quelque chose à offrir de vraiment intéressant. Donc, encore une fois, merci d'être là. On va passer un beau moment ensemble. Merci. Good. Donc, on commence par, si tu viens de où? Tu es originaire de où, en fait? Mont-Saint-Hilaire. Fait que c'est en banlieue de Montréal. Moi, j'ai grandi là vraiment quand je suis née jusqu'à 18 ans. OK. Une belle petite ville. Je pense qu'il y avait à peu près 10 000 habitants. J'ai toujours dit ça, mais j'ai jamais vraiment vérifié les chiffres quand j'ai grandi. Fait que super, une belle petite ville, bien charmante, avec la belle montagne. Fait qu'un certain accès à la nature aussi. OK. Fait que déjà, tu avais ça, tu viens pas de centre-ville Montréal, par exemple. Non, c'est ça. Puis je pense que tu sais, justement, ce Mont-Saint-Hilaire-là qu'on avait, c'était vraiment, nous, on y allait quand même régulièrement en famille, là. Puis notre maison, on le voit super bien quand on regarde derrière notre maison. Puis cette bel accès à la nature-là, ça a tellement été quelque chose que j'ai pris pour acquis longtemps, mais c'est quand après j'ai habité dans des centres urbains, puis que justement, si tu veux aller en nature, ben, soit tu as le petit parc de quartier qui est souvent assez limité ou assez bondé, ou il faut que tu voyages un bon bout de temps. C'est là que j'ai vraiment réalisé, OK, ouais, j'étais chanceuse de grandir avec ça. Puis l'autre Témiscamingue, là, on On est est gâtés pas chanceux. mal, là. Oui, c'est Oui. ça. Je le prends plus pour acquis, là. Je l'apprécie à chaque jour. Fait que là, on va faire le pont entre la fille du Mont-Saint-Hilaire et le Témiscamingue où il s'est passé quand même énormément de choses. Oui. Donc, toi, à la fin du secondaire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Fin du secondaire, c'est ça. Moi, j'ai été dans une petite école, c'est quand même une petite ville, fait que petite école, puis c'était très, j'ai grandi avec les mêmes personnes toute ma vie, on dirait que j'ai vu les mêmes choses, j'avais jamais vraiment été exposée à autre chose que ce qui se passait à Mont-Saint-Hilaire, puis j'avais cette espèce de rage-là de vouloir ouvrir mes horizons, de vouloir aller ailleurs, puis ma sœur, c'est ce qu'elle avait fait quelques années plus tôt, fait qu'après le secondaire, j'ai fait une année de cégep, puis j'ai décidé de m'inscrire à un programme qui s'appelle Jeunesse Canada Monde. C'est un programme international, échange culturel. C'est pas lié à l'école, donc tu n'as pas de crédit ou rien. C'est vraiment juste tu le fais hors école. Puis c'est un programme de 6 mois où tu t'en vas 3 mois dans un autre pays, puis 3 mois dans une autre province au Canada. Puis tu es un groupe de 18 jeunes. Fait que tu en as 9 de l'autre pays, 9 du Canada. Puis bon, il y a des pairs qui se créent. Fait que t'es un Canadien avec, dans notre cas, c'était Ukraine. Fait que j'étais avec une Ukrainienne, Nathalie. Puis on habite dans des familles d'accueil. Puis pendant les journées, on a un placement. Donc, et en Ukraine et en Colombie-Britannique, dans mon cas, on avait une espèce de placement bénévole. Fait qu'on faisait du bénévolat pendant la semaine. Puis c'est ça. Fait que après mon secondaire, après le cégep, j'ai été là pendant un an. Fait que j'ai commencé 3 mois en Ukraine. Après, on est allé 3 mois en Colombie-Britannique. Puis OK. c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu fais en Ukraine, par exemple? Tu sais, dans le fond, tu faisais du bénévolat pour passer tes journées. C'était ça Ouais. ton projet, dans le fond. Oui, c'est ça. OK. Écoute, c'est flou encore. C'est flou un petit peu comment je passais mes journées, mais je me souviens qu'en Ukraine, je travaillais dans un. C'était de la recherche archéologique. Je me souviens plus c'était qui l'organisation qui le prenait en charge, là, mais j'étais avec un monsieur assez âgé, puis avec un Ukrainien aussi, parce que pour notre placement de bénévole, on est aussi en paire avec une autre personne du groupe, qui n'est pas nécessairement la personne avec qui qu'on habite. Fait que moi, je suis avec Yura, qui s'appelle. Puis on faisait de l'archéologie. C'était vraiment très cool quand j'y repense. Puis ça fait partie des choses que j'ai l'impression que je n'appréciais pas assez quand on le faisait, là, mais on est allé à une couple de fois vraiment faire de l'archéologie, donc creuser dans une espèce. Puis moi, je parlais pas ukrainien, le monsieur parlait pas anglais. Mon homologue traduisait du mieux qu'il pouvait, mais je pense qu'il y a beaucoup de termes qu'il ne savait pas nécessairement traduire en anglais. Fait que ça reste très obscur ce qu'on a fait. Je sais pas ce qui s'en est fait par après, mais je me souviens, on allait creuser, puis on trouvait des espèces de pots de morceaux de vaisselle ancienne.
Puis après, le plus gros de notre travail, c'était d'aller dans un petit bureau, dans une tour, puis d'essayer de mettre ces pièces-là ensemble. Mais il y avait des milliers de fragments de vaisselle ancienne que tu essayais de faire un giga casse-tête puis d'essayer de les mettre ensemble. Fait que c'était ça que j'ai fait pendant 3 mois. OK. Ouais, c'était le fun. Quand même, hein? Oui. Puis le soir, les week-ends, est-ce que le bénévolat, c'était chaque jour ou vous aviez des pauses? C'était comme un travail. Fait que c'était du lundi au vendredi, là, je me souviens plus de l'horaire exact. Mais le soir, fait que c'est ça, nous, on est un groupe de 18. 9 Ukrainiens, 9 Canadiens qui ont pas mal toutes 18 ans, première fois qu'ils sont hors de la maison. Fait que c'était en Ukraine, veux pas, il y avait quand même pas mal de boissons, là, pas pour faire de généralisation, mais le soir, ça ressemblait pas mal à ça. On se rejoignait pas mal tout le temps, les 18 personnes ensemble. Des fois, c'était juste les Canadiens, des fois, c'était juste les Ukrainiens, puis des fois, c'était toute la gang ensemble. Puis on faisait juste être ensemble. T'sais, souvent, c'était rien de très impressionnant, surtout et en Ukraine et en Colombie-Britannique, c'était pas des grosses villes où qu'on était. Au contraire, c'était vraiment des petits villages où il y avait pas énormément de choses à faire, mais on était juste ensemble. T'sais, je me souviens de soirées passées dans une espèce de salon, puis on faisait juste jaser toute la gang ensemble. Mais c'était super enrichissant parce que t'es pas chez toi, c'est la première fois pas mal que t'es hors de la maison, hors de chez les parents. Puis en Ukraine, c'était le fun parce que juste aller se promener, juste regarder, juste aller cuisiner avec une de nos familles d'accueil, c'était une expérience culturelle où tu apprenais puis tu découvrais beaucoup de choses. Puis c'était super fascinant. Là, quand on est allé en Colombie-Britannique, donc on a commencé avec l'Ukraine, super stimulant parce que c'était nouveau. Petite vie de village où il y a eu beaucoup d'apprentissage culturel, justement. On va en Colombie-Britannique où nous, les Canadiens, on était un peu plus à notre aise. Les Ukrainiens, eux, c'était peut-être la partie qui appréhendait, la plus excitante, mais aussi qui appréhendait un petit peu plus. Puis on était dans un petit village qui était très âgé, donc la population était très âgée, puis il y avait beaucoup moins de choses à faire. Puis je pense que nos familles d'accueil aussi étaient peut-être un petit peu plus strictes. J'ai l'impression qu'en Ukraine, c'était plus comme faites ce que vous voulez, revenez à l'heure que vous voulez. C'est peut-être juste le souvenir que j'en ai, mais j'ai l'impression qu'on était un petit peu plus libre ou qu'il y avait plus d'endroits où se retrouver. Tu sais, des fois, c'était dans des bars, qu'on passait la majorité de notre temps quand même. Là. Fait qu'on restait là, puis on faisait juste jaser. Tu sais, c'était jamais très, très la débauche, là, mais c'était juste qu'on était là pour jaser. Tandis que quand on est allé en Colombie-Britannique, c'est là qu'il y avait pas mal moins d'endroits pour se regrouper. Puis nos familles d'accueil, je pense, qu'ils étaient moins réceptives à recevoir 18 personnes chez eux dans leur salon à chaque jour. Tu sais. Fait que là, on était un petit peu plus limité dans ce qu'on faisait le soir ou les fins de semaine. C'était moins... il y avait moins de sorties, il y avait moins d'événements, mettons. C'est ça, exactement. OK. Exactement. Puis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as découvert? Parce qu'il faut faire quelque chose pendant 3 mois quand on a 18 ans. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai découvert, moi, c'est vraiment... je me souviens quand on a pris cette décision-là, puis là, je regarde la répercussion que ça a eu sur ma vie, puis c'est une réflexion assez impressionnante, mais c'est là que j'ai découvert le yoga, tout simplement. Donc, il y avait une des amies canadiennes avec laquelle j'étais très proche. Sa mère d'accueil, en fait, elle donnait des cours de yoga. C'était pas son emploi à temps plein, c'était juste elle en donnait ici et là dans le petit gym, le centre d'entraînement local. C'était du yoga chaud. Puis un soir, mon ami m'a juste dit, hey, on va-tu faire ça? On n'a rien d'autre à faire. Fait qu'on est allé faire une classe de yoga chaud. Puis c'est là que ça a vraiment été comme un coup de cœur. Ça a vraiment été une réalisation de comme, wow, c'est une activité physique à laquelle je m'interpelle bien. C'est ça, comme moi, je te contais tantôt, Véro, moi, ma famille a été assez active. T'sais, mes parents sont très athlétiques, ils font beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques. Puis je pense qu'ils ont essayé de nous le montrer à travers notre jeunesse, d'en faire comme ma mère voulait beaucoup qu'on nage. Fait on a fait plein de cours de natation, mais moi, ça n'a jamais été... J'aime ça nager dans des lacs, dans des rivières, dans des piscines, mais faire des longueurs, c'est pas... Comme moi, à la piscine municipale, à chaque matin, faire des longueurs, ça m'a jamais tellement interpellée. Puis on dirait que j'ai toujours trouvé de la difficulté à trouver ma niche côté activité physique. Fait que je l'avais un peu délaissée dans mon adolescence. Je faisais pas grand-chose, mais quand j'ai découvert le yoga, ça m'a fait « Ah, OK, ouais, ça, c'est quelque chose à quoi je peux m'accrocher. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle davantage. » Est-ce que c'était ton premier cours de yoga à vie? C'était mon premier cours de yoga, puis tu sais, le yoga, ça m'attirait pas nécessairement avant parce que j'étais très comme, ah, t'es très zen. Puis je pense que j'associais surtout ça à la méditation, de comme, le tai chi, mouvement lent, contrôlé, tu fais pas grand-chose. C'est fou maintenant comprendre où je suis rendue avec le yoga, mais initialement, si je me souviens bien, c'était un peu ça mon idée du yoga. Puis quand j'ai découvert le yoga chaud,
Donc, veux pas, c'est avec ça que j'ai commencé le yoga. Puis c'est un yoga qui est assez différent. Comme oui, tu as les mêmes postures de base du yoga, mais c'est dans une salle qui est chauffée à 32 à 36 degrés. Là. Tu sues, tu te dépenses, c'est difficile, mais c'est stimulant, ça brûle. Après, tu te sens tellement bien parce que tu t'es vidé littéralement de tout ton jus. Puis c'est là que j'ai comme découvert, OK, le yoga, ça peut être cool. Tu sais, dans ma tête de 18 ans où je voulais, c'était peut-être plus difficile de faire le yoga plus traditionnel. C'est là que j'ai vraiment accroché à ce que le yoga pouvait être. Mais reste que c'était à ce moment-là, puis ça l'a été pendant plusieurs années après, une activité physique. Donc, mon yoga, c'était mon entraînement musculaire. C'était mon activité physique où je suais, où je brûlais des calories. Puis tout l'aspect peut-être un petit peu plus mental du yoga, méditatif du yoga, tous les enseignements qui viennent avec le yoga, je brossais ça de la main. C'était pas pour ça que j'étais là. Fait que quand il y a des professeurs qui offraient d'autres éléments que juste les postures, ben souvent je faisais abstraction de ce qu'ils disaient, puis je focusais seulement sur les postures, ce qui est correct. Moi, je le dis dans mes cours, c'est correct si c'est pour ça que vous êtes. Prenez, laissez ce qui vous interpelle. Mais reste que c'est ça. Pendant plusieurs années, le yoga n'était qu'une façon de suivre. Puis justement, le yoga chaud. Donc, pendant les, je sais pas, peut-être 5 à 6 premières années de ma pratique de yoga, j'ai jamais fait de yoga dans une salle tempérée. Là. C'était tout le temps du yoga chaud, le plus chaud, le meilleur. Puis les classes les plus avancées, le meilleur aussi. Du power yoga, du vinyasa, des classes avancées. Fait que c'était vraiment le côté exercice physique. C'était pour te dépenser physiquement. C'était vraiment ça. C'est Comme ça. si tu aurais pu choisir d'aller courir, tu aurais pu choisir autre chose, mais tu le faisais par le yoga chaud. Exactement, c'est ça. OK. Après tes 3 mois en Colombie-Britannique, qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu reviens au Mont-Saint-Hilaire? Tu t'en vas vers où? Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Quand j'étais dans mon programme Jeunesse Canada Monde, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, ça a été mon chum pendant à peu près 4 ans, qui lui venait de Toronto. Fait qu'on a déménagé, puis c'était comme un peu une décision. Là, après, on était comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met... Ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait. On était comme, est-ce qu'on met juste un X sur la relation parce que là, on retourne chacun de notre bord? Est-ce que tu viens à Montréal? Est-ce que je vais à Toronto? Puis finalement, on a abouti à Toronto. Puis c'était une autre expérience assez intéressante. Veux pas, on était encore très jeunes, 19 ans, pas tant de revenus. Toronto, c'est cher. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a habité chez ses parents. Mais avec tout le temps l'idée, comme on va habiter là quelques mois, le temps qu'on se trouve une place, le temps qu'on déménage ensemble. Mais ce temps n'est jamais venu. On habitait chez ses parents dans une maison relativement petite avec ses 2 jeunes frères. C'était une famille assez, qui avait son lot de problématiques aussi. Là. C'était pas nécessairement l'endroit le plus calme et harmonieux. Puis moi, j'avais c'est une perspective que je m'étais imposée, là, mais je me sentais dans les pattes. Je me sentais qu'il nous rendait service, qu'il rendait service à mon ex en m'accueillant, mais que c'était... Puis ils n'ont rien fait pour pas que je me sente la bienvenue, mais moi, j'ai toujours eu peur de déranger. Je veux poser le moins de questions possible, je veux pas être dans les pattes, je veux faire les choses par moi-même, je veux pas m'imposer à personne. Puis à ce moment-là, c'était particulièrement fort, là, ce sentiment-là en moi. Fait que mon échappatoire pendant ce temps-là, c'était aussi le yoga. Donc, je venais de découvrir le yoga. Puis là, à Toronto, il y avait plein de studios. Fait que je me suis inscrite à un studio qui était pas trop loin de chez moi, qui était du yoga show aussi. Puis je me souviens, je comptais ça, là, quand j'étais allée à Toronto, je me suis trouvé un emploi miraculeusement, je sais pas comment, mais au Comité olympique canadien. Fait que j'ai commencé à travailler là pendant la journée. Puis je me rendais là à vélo le matin, ce qui était une bonne heure et demie. Je me rendais à vélo à 1 heure et demie, même pendant l'hiver, j'avais des pneus cloutés au Comité olympique. Je revenais, je faisais au moins, à vélo aussi, je faisais au moins 1 à 2 classes de yoga chaud par jour, puis je retournais chez nous, juste parce que je voulais pas être dans les pattes à personne. Puis c'était comme ma façon de faire quelque chose pour, tu sais, de faire quelque chose pour moi, de pas être à la maison ou quoi que ce soit. Fait que j'ai continué mon cheminement dans le yoga à cette époque-là, mais encore une fois, c'était un dépense énergétique, entraînement physique, puis aussi échappatoire de ne pas être chez la famille de mon chum à l'époque. Ça te permettait d'occuper tes journées, d'occuper ton temps, puis de te sentir bien aussi à travers ça. C'est ça, exactement. Mais je pense que c'est aussi là que ça a commencé à devenir un petit peu obsessif aussi. Tu sais, des fois, c'était comme, je vais faire une classe, même si je viens de faire 3 heures de vélo dans ma journée. Puis là, après, c'était comme, il y en a un autre, je vais en faire 2. Fait que là, c'était rendu, là, j'en ai fait, tu sais, je voulais tout le temps faire plus que ce que j'avais fait la veille, dans le fond. Fait que c'est là que c'est devenu comme
une relation un petit peu plus tourmentée avec le yoga, mais l'activité physique aussi, là, que ça a Puis, commencé, du moins. et tu choisissais pas le hatha yoga, là, le yoga plus Non, doux, là. non. C'est ça. Non, non, au contraire, là. C'était vraiment comme, il fallait que ça soit les classes les plus longues, parce qu'il y a certains studios qui ont des classes de 75 minutes, 90 minutes. Fait que ça, tu sais, faire 2 classes de 90 minutes dans une journée, c'est 3 heures de yoga, là. Puis c'est du yoga chaud, tu sues. Puis ça, moi, c'était les plus vigoureuses soient-elles, le mieux c'était. Les power yoga les plus avancés, là. Fait que OK. c'est ça. T'as été à combien de temps à Toronto en tout? Euh, En fait, en revenant de notre programme, on est allé à Montréal pour quelques mois. Après, on est allé à Toronto. Je veux dire, 1 an peut-être. Je me souviens OK. plus exactement, là, mais à peu près 1 an, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé après Toronto? Ouais, après Toronto, à un moment donné, on s'est dit, je me souviens plus c'est quand le déclic s'est fait, parce qu'initialement, quand on est allé à Toronto, on était là on voulait travailler, on voulait avoir notre propre appart, mais à un moment donné, on a comme fait, hey, pourquoi on va pas voyager? T'sais, les deux, on aimait le voyage, on s'est rencontrés en Ukraine, veux pas. Puis c'est ça. Fait qu'on a décidé qu'on allait voyager. Puis moi, je travaillais au comité olympique, on payait pas de loyer. Fait que j'accumulais quand même pas mal d'argent. Fait qu'on s'est dit, ben regarde, quand on aura un bon montant, on va partir en voyage. On va partir en Asie. Puis on partira pour une période indéterminée. Fait que c'était en janvier 2013, je me souviens plus exactement, là, je pense que c'est dans ces eaux-là, où qu'on est parti en Asie. C'était notre première destination, puis c'était la seule destination qu'on avait. Là. Les autres, c'était comme, bon, on verra. Mais la OK. première destination, c'était une petite, pas une petite ville, c'est la capitale de la province au sud de l'Inde, qui s'appelle Kerala, la province. Puis on est allé là, spécifiquement, parce que j'avais trouvé un petit studio de yoga qui était pas trop cher, où on pouvait rester pendant 1 mois à un prix fixe. Donc, moi, je savais que je voulais commencer notre voyage par une espèce de retraite ou séjour de yoga. Mais tout ce que je trouvais en ligne, c'était toutes des places qui étaient vraiment conçues pour les Occidentaux, les Blancs, dans le fond, qui voulaient venir faire une formation. Puis, tu sais, c'est hypocrite de ma part parce que c'est exactement ce que je suis, là, une occidentale blanche qui est munie puis qui a des fonds. Mais je veux pas, on dirait que j'étais très, très... si on avait un montant puis on voulait rester le plus longtemps possible en Asie, fait que j'étais très comme on veut dépenser le moins possible pour commencer, surtout. Fait que après plusieurs recherches Internet, j'ai trouvé cette petite place, justement, à Kerala, qui est dans le plein milieu de la capitale, Trivandrum, mais qui est dans un quartier résidentiel. Tu sais, c'est pas une place où il y a beaucoup d'attraits touristiques. Là, c'est pas beau particulièrement, c'est vraiment une ville, dans le fond. C'est super chaotique, c'est super occupé. Puis c'était un monsieur, Raja Krishna, qui, lui, sur le toit de sa maison, offre des cours de yoga. Puis il habite avec sa famille, comme son fils, la femme de son fils, puis leurs petits-enfants. Puis c'est ça. Puis la population, les personnes qui venaient à ce yoga-là, c'était surtout du monde qui venait avant ou après leur travail. Donc, il y avait des cours le matin puis des cours le soir, dans le fond. C'était vraiment du monsieur, madame, tout le monde, surtout des hommes, parce qu'à la base, le yoga, traditionnellement, c'était surtout une pratique pour les hommes, ce qui est ironique parce qu'ici, on voit surtout des femmes qui font du Oui. yoga. Mais c'est ça. C'était surtout des hommes qui viennent avant et après leur travail. Puis pour moi, ça a été un gros choc des studios de yoga parce que les studios de yoga, puis surtout les classes que je choisissais, c'était vraiment souvent, premièrement, souvent des femmes, mais aussi comme du monde super en forme, super comme axé sur le fitness, là, la santé physique, l'apparence physique aussi. Mais là, c'était la première fois un peu que tu voyais comme du monde que c'était juste un complément à leur vie, à leur routine, juste pour avoir une certaine force ou une certaine forme physique pour être à l'aise à travers leur journée. Puis, à la base, le yoga, c'est ça. C'est vraiment, moi, j'aime ça compter remettre ce contexte-là, mais que le yoga physique, là, les asanas, les postures, à la base, ça a été créé ou développé pour rendre le corps confortable, assez souple, assez fort, pour que le monde puisse vivre leur quotidien sans maux, sans douleur, sans restriction, puis surtout pouvoir méditer pendant des périodes prolongées sans se sentir inconfortable. Ça n'a jamais été cet accomplissement physique que moi je m'imposais. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, dans le fond, ce que le yoga était à la base. Là. Mais c'est ça. Fait que j'en ai passé 1 mois là, puis c'était des sessions qu'on faisait le matin à 5h30 ou 6h du matin, je me souviens plus, c'était relativement tôt. Puis le soir, avant le souper, vers 5h. Puis c'était tout le temps la même séquence qu'on faisait à chaque jour, mais qu'on augmentait ou qu'on allongeait à travers le temps quand notre corps était prêt. Puis on faisait peut-être je me souviens plus c'est combien de temps, mais au moins du 4 heures de yoga par jour, 4 à 6 heures, j'ai envie de dire. Puis OK. on faisait le yoga physique, donc les asanas pour commencer.
Ensuite, on terminait avec quelques exercices de respiration, de méditation. Puis à la fin, on avait cette opportunité-là d'aller s'asseoir au pied de Raja Krishna, l'enseignant, pour qu'il nous parle un peu du yoga, pour poser toutes les questions qu'on avait sur ce qu'est le yoga, sur la philosophie, les enseignements du yoga, puis tout ça. Mais moi, je suis arrivée à cette place-là dans la mentalité de je veux faire un mois de yoga intensif, je veux développer mon corps, être capable de faire des postures que je suis pas encore capable de faire. C'était vraiment encore dans cette optique physique-là de comme c'est correct parce que c'est une belle pratique pour développer ton corps. Là, je veux dire, c'est relativement sécuritaire, c'est une belle pratique, mais j'étais pas ouverte ou réceptive à tout ce qui venait autour. Puis je me souviens, les méditations, les respirations, parce qu'on allait tout à notre propre rythme. Comme le studio était ouvert à partir de 5h30, mais je pouvais arriver à 6h30. Donc, tout le monde finissait à un temps différent. Puis je me souviens, les respirations, c'était comme commence par 20 cycles de respiration, puis au fil des jours, tu augmenteras. Ou les méditations aussi, commence par 5 minutes, puis tu augmenteras graduellement. Mais moi, je comptais dans ma tête les secondes. J'avais juste hâte que ces périodes-là se terminent. C'était vraiment comme, ça m'angoissait d'être en méditation puis en respiration. Puis j'avais juste hâte de finir la pratique physique, mettons d'aller manger ou d'aller faire autre chose. Puis ces moments, ces opportunités-là de s'asseoir avec Raja Krishna puis de lui parler, je savais pas quoi poser comme question, je comprenais pas vraiment ce qu'il disait, ça m'interpellait pas vraiment. Fait que souvent, j'y repense, je suis comme wow, tu sais, si j'y retournais maintenant, ça serait tellement, tellement différent parce que là, j'aurais plein de questions, puis là, je serais vraiment réceptive. Puis en fait, une chose que j'ai oublié de te dire tantôt, Véro, quand on se parlait, là, c'est que j'y suis retournée là-bas pendant 3 mois, en fait, chez Raja Krishna, en 2016. Okay. J'y suis retournée, mais j'étais encore pas nécessairement la plus réceptive dans ma tête pour ça, là. Mais, puis c'est ça. Là, je sais même pas comme s'il existe encore, là, il était quand même assez âgé, mais c'est ça. Fait que ça a quand même été une belle expérience, veux pas, parce que c'est là que j'ai découvert que le yoga, c'était plus que le physique, que le yoga, c'était pas nécessairement pour les jeunes femmes de 20 ans qui ont le corps super svelte puis super tonifié. Mais je pense que ça, c'est toutes des graines qui ont été semées à ce moment-là que j'ai pas nécessairement digéré ou laissé pousser immédiatement. Tu sais, c'est des choses que là, je réfléchis puis je suis comme ah ouais, c'est là que j'ai eu cette réalisation-là, mais ça veut pas dire que je l'ai appliquée nécessairement à ce moment-là. Fait que c'est ça, on a fini ce mois-là, puis après on a continué à voyager en Inde pendant un autre 2 mois, puis on a voyagé dans le reste de l'Asie, en tout pendant 9 mois. Puis c'est après ces 9 mois-là qu'on était comme bon, je pense qu'on est prête à retourner à la maison. Là, on avait fait le tour un peu, puis on avait hâte de retourner dans nos affaires. Fait que c'est ça, après 9 mois, on est retourné chez nous. Puis après votre mois de yoga, est-ce que vous avez travaillé et voyagé ou c'était surtout du voyage et de la visite? Comment ça s'est passé? Oui, c'était surtout du voyage. Puis c'est ça, moi c'était c'est pas mal moi qui ai financé le voyage, puis c'est pas mal moi qui gérais les comptes aussi. Puis j'étais je voulais vraiment maximiser chaque dollar parce que j'étais comme, on sait pas combien de temps, peut-être qu'on va être ici pendant 3 ans, puis je savais pas comment les choses allaient coûter. Fait que j'étais très gratteuse, dans le fond. Donc, puis c'est correct parce que ça nous a offert des belles opportunités, mais la façon qu'on voyageait, c'était beaucoup de couchsurfing. Fait des sites Internet où tu trouves des personnes qui peuvent t'accueillir sur leur sofa. Je me souviens, il y a des fois qu'on a dormi dans des stations de train à l'extérieur parce je dis mais c'est surtout je voulais pas dépenser ce qui peut-être équivaut à 20$, là, je sais pas, mais en chambre d'hôtel pour la nuit. C'était vraiment dans une mentalité, encore une fois, assez obsessive, là, de comme je compte chaque scène, puis je veux vraiment comme maximiser notre budget. Mais ceci dit, ça nous a permis de faire, comme, à le refaire maintenant, je pense que je serais peut-être un petit peu plus comme, bon, regarde, c'est correct, là, on va dormir à l'hôtel une fois de temps en temps, on va payer un peu plus cher pour ça, c'est correct. À ce moment-là, j'étais pas dans ce mindset-là, encore une fois. Fait qu'on était très économe. Mais ça nous a permis de faire des belles rencontres. On a voyagé vraiment graduellement jusque dans le nord de l'Inde, dans différents pays, en dormant chez des personnes qui étaient prêtes à nous accueillir. Souvent des personnes locaux, d'autres fois juste des expatriés qui habitent là, qui sont réceptifs à recevoir du monde, des touristes. Mais c'était très comme quelqu'un nous parlait d'une place, on était comme bon, sure, on va y aller. Fait que puis on restait à chaque place le temps qu'on voulait. Je me souviens, il y a une place dans le nord de l'Inde où on est resté 3 semaines, mais je pense qu'on était tellement drainé mentalement, parce que juste de devoir faire tes bagages tout le temps, les défaire, t'accoutumer aux choses, chercher, ça draine quand même du jus mentalement. Fait que cette place-là, pendant 3 semaines, je pense que la première semaine, on en a profité, on a visité des choses, mais les 2 autres semaines, là, honnêtement, c'était comme si
on était en vacances, on se levait, on allait dans le petit café, on lisait, on tournait se coucher. Tu sais, on n'a rien fait de touristique, là. C'était vraiment comme si on habitait chez nous, puis on n'a pas tout le temps exploré puis été en quête d'expérience. C'était vraiment plus un moment de récupération. Puis quand on était prêt, on allait ailleurs. C'était très comme au jour le jour, puis pas beaucoup de planification, mais c'était Mais super. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas, que quand on est dans un autre pays, qu'on voyage, soit tous les jours ou en tout cas au moins toutes les semaines, on est toujours un peu en dehors de notre zone de confort. Et probablement que même si on le choisit, même si on le veut, même si on est content, ça crée un stress quand même. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, je me considère comme relativement introvertie. J'aime parler au monde, mais j'ai vraiment besoin de temps toute seule, de récupération pour m'en remettre. Tu sais, puis je pense que là, tu es tout le temps confronté à des nouvelles interactions, à des adaptations constantes, que Mhm. des fois, c'est comme, ouais, ça en fait beaucoup. Juste d'essayer de trouver une place où dormir, juste d'essayer je sais pas, c'est juste ces interactions-là sociales qui sont des belles interactions avec le monde qui habite là, puis qui veulent savoir un peu plus sur toi, puis vice-versa. Mais juste des fois, ça draine aussi. Des fois, t'as pas le goût de parler t'as pas le goût de parler à personne, tu vas être dans ta bulle, puis bon, peut-être que voyager, c'est pas la meilleure façon de le faire, mais je veux pas, tu sais, c'était des périodes qu'on s'accordait de comme, OK, là, on prend 2 semaines de comme, on n'est pas en voyage, on fait nos affaires, peu importe on est où, puis je pense que ça nous a permis de faire durer notre voyage pendant longtemps aussi. Moi, j'ai une question de maman, hein, je suis un peu plus vieille que toi. Tes parents, eux, ils voient ça comment pendant que t'es partie en Inde? Ben, je pense relativement bien. Je suis chanceuse que ma mère, c'est une grande voyageuse aussi. Là. OK. Dans le cadre de son travail, elle a eu la chance de donner des conférences un peu partout. Puis, c'est vraiment elle qui nous a fait découvrir ce désir de voyager. Je pense qu'il aurait préféré qu'on aille à d'autres endroits. Des endroits, tu sais, c'était pas jamais je me suis sentie en danger. Puis OK. on s'entourait bien, mais veux pas l'inconnu fait peur, surtout pour un parent, j'imagine, que eux Mhm. ils voyaient ça, puis ils étaient comme, ils connaissent rien de ces places-là, fait qu'évidemment qu'ils vont avoir des craintes, puis qu'ils vont peut-être se laisser influencer par les peu de choses qu'on entend ou Oui, oui. des choses peut-être un petit peu moins confortables, dans le fond, confortables. Mais veux pas, après notre 3 mois en Inde, on est allé au Népal, puis mes parents sont venus nous rejoindre pendant 2 semaines. Fait Ah! qu'on voyageait pendant 2 semaines avec nous, puis je me souviens, mon père était comme, ouais, ok, ça c'est pas mon genre de voyage. Tu sais, puis c'était pas, là, on vivait dans des hôtels parce que veux pas, tu sais, on voulait pas leur imposer de dormir sur le sofa de personnes qui connaissent pas. Fait que là, tu sais, on voyageait un peu plus dans le luxe. Veux pas, c'est les parents qui finançaient ce petit bout-là aussi, mais quand même, mon père était comme, ouais, ça, c'était hors de ma zone de confort. Puis ça, c'est mon père qui dit ça, là, moi, je suis pas sûre que ça me stimule ces endroits. Comme lui, il a pas trippé, ça. OK. Il est content de l'avoir fait, mais il était comme plus jamais je fais ça. Fait que je sais pas si de nous visiter, ça l'a inquiété plus qu'autre chose, là. Je pense qu'il était OK. comme, OK, ouais. Mais ils ont quand même eu cette ouverture de venir nous visiter, puis ça Puis faisait du bien de peut-être, voir des... si ta maman, elle est plus confortable avec ça, peut-être qu'elle a réussi à convaincre ton père, mais à le rassurer aussi à travers ça, là. Ben, c'est ça, exactement, exactement. OK. Tu reviens d'Inde 9 mois plus tard, hein, en tout? Ouais, d'Asie, 9 mois plus tard. Puis là, c'est ça. Moi, j'étais avec mon ex maintenant, là, que veux pas, ça fait 9 mois qu'on voyage ensemble, 24 heures sur 24. Tu sais, on n'a pas de moment où on est séparés. Veux pas, même si je me sentais pas en danger ou quoi que ce soit, on dirait que j'avais des réticences à aller me promener tout seul dans les rues. Puis c'est vraiment, je pense, c'est de l'ignorance aussi en grande partie. Là, je pense pas qu'il s'est arrivé quoi que ce soit, puis je me sens mal d'avoir ces craintes-là, mais je veux pas pendant 24 heures sur 24, pendant 9 mois, on est ensemble. Ça a super bien été, on est deux personnes assez harmonieuses, qui n'aiment pas tant le conflit, fait qu'il n'y a pas eu de chicane ou quoi que ce soit, mais je pense, à la fin, on était comme, on a besoin d'un peu d'espace. Fait que moi, je suis retournée à Montréal, lui est retourné à Toronto, puis on était comme, on va voir comment les choses se passent. Puis c'était, je pense aussi qu'on avait cette réalisation-là qu'on venait de vivre des choses intenses ensemble. Il y a l'Ukraine qu'on avait vécue, là, comme on a habité un peu à Montréal, on a habité un peu à Toronto ensemble, on a voyagé pendant 9 mois ensemble. C'était toutes des situations super intenses. Ça a super bien été entre nous deux, mais je pense que les deux, on est arrivés à un point qu'on était comme, là, c'est peut-être le temps qu'on aille chacun de notre bord. C'est ça qui a fini par arriver, mais encore une fois, de la façon la plus harmonieuse qu'il aurait pu se faire, là. Mais veux pas, moi, je suis retournée à Montréal, puis j'ai eu une opportunité.
on m'a contacté au comité olympique où je travaillais quand j'étais à Toronto. Donc, ils ont aussi un bureau à Montréal. Puis ils m'ont contacté, puis ils m'ont dit, là, on a besoin de quelqu'un pour une période limitée. Là, il y a une des directrices exécutives qui vient de perdre son assistante, puis il y a les Jeux de Sochi qui approchent, puis on peut pas vraiment se permettre d'avoir personne pour l'instant. C'est un moment critique. Puis comme toi, tu as un peu d'expérience avec l'organisation, on aimerait ça que tu viennes combler jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un de permanent. Fait que j'y vais avec plaisir. Mais au début, c'était censé être comme 2 mois, 3 mois avant les Jeux de Sochi, là, le temps qu'ils trouvent quelqu'un qui l'accompagne aux Jeux de Sochi. Puis, ça, ils n'ont pas trouvé. Fait qu'ils m'ont demandé d'aller au jeu aussi. Puis, je me souviens plus pourquoi j'étais réticente au début. Je pense que c'est parce que je voulais faire, tu sais, je voulais peut-être retourner à l'école, mais j'étais pas trop sûre. Fait que j'étais comme, là, ça donne mal avec le début de l'année scolaire, puis tout ça. Mais finalement, j'étais comme, bon, fuck it. On va, on va y aller. Puis, je vais pas passer sur l'opportunité d'y aller. Fait que j'étais allée au jeu de Sochi, qui était une super belle expérience. C'était aux Jeux olympiques. Pendant 1 mois, on était là. Avant, on était là un petit peu plus longtemps. Après, on était là un petit peu plus longtemps. Puis, c'était une belle expérience. Mais je pense que j'aurais pu rester au comité olympique. Là, il y avait des opportunités. Puis, je pense que j'appréciais bien les personnes avec qui je travaillais. Mais j'ai vraiment réalisé que, tu sais, j'étais pas vieille, là. J'avais peut-être 23 ans, je pense, quand j'ai travaillé là. Puis, tu sais, les mois avant aussi, que le monde qui travaille là, c'est plus que du 8 à 5, c'est plus que du 40 heures semaine. T'es là la fin de semaine, ben, tu réponds à tes emails la fin de semaine, tu penses à ça le soir. Puis moi, j'étais comme, wow, je suis pas sûre. Puis c'était aussi une performance puis une compétition. Il faut que tu sois au meilleur de toi-même. Tu représentes ton pays, tu représentes comme les athlètes. Il faut vraiment que tu donnes. C'est une grosse pression. Puis je lève mon chapeau à ceux qui travaillent là puis qui font un travail exemplaire. Mais moi, je savais que c'était pas. Je suis pas bonne pour gérer avec cette pression-là. Je m'en mets trop déjà à la base. Puis avec cette pression supplémentaire-là, je savais que j'allais craquer. Puis que c'était pas comme ça que je voulais commencer ma carrière de toute façon. Puis c'était pas. Jamais j'aurais pensé que je travaillerais dans un rôle administratif aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours été science, j'ai toujours été nature, j'ai toujours été animaux. Fait que c'était vraiment comme dans un autre champ d'intérêt. C'était une belle opportunité, mais peut-être pas ta place à toi. C'est ça. Puis je l'ai réalisé là. Puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est un luxe de ma part de pouvoir avoir cette opportunité-là qui est pas, tu sais, c'est pas n'importe quoi, mais de choisir de pas la prendre. C'était vraiment, j'étais reconnaissante, mais je me suis dit que c'était pas pour moi. Mais quand j'étais à Sochi, puis là, j'étais un petit peu perdue, tu sais, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais, où que je vais, tu sais, j'avais pas tant d'appartenance à Montréal, je venais d'aller à Toronto, ça me tentait pas d'y retourner, j'étais en Asie avant, j'étais en Ukraine avant, puis ça me tentait pas de retourner à Saint-Hilaire, puis j'avais pas d'appartenance, j'avais des personnes avec qui je m'entendais bien, mais pas de groupe d'amis super solide parce que j'avais déménagé beaucoup. Puis quand j'étais à Sochi, j'ai rencontré, il s'appelle Mathieu Arsenault, c'est une personne incroyable, là. Il me fait penser un peu à Robin Pierre, Bergeron de la Clique Mobile, mais fois 1000, tu sais, tellement enthousiaste par rapport à l'île du Prince-Édouard, aux Maritimes, tellement une personne comme dynamique, innovatrice, qui est vraiment, qui dégage une énergie, puis on s'est liés d'amitié là-bas. Parce que lui aussi, en fait, notre point de contact, là, c'était que lui aussi, 10 ans avant moi, il avait fait l'échange Jeunesse Canada Monde en Ukraine, dans la même ville où j'avais été. Fait que c'était vraiment comme ce lien-là de comme, wow, on a fait la même chose. Fait que déjà, ça, on avait cette connexion-là. Puis je me souviens que quand il parlait de l'île du Prince-Édouard, c'était comme la place où être. C'était la communauté incroyable, où que tout le monde était gentil, où tout le monde était content de te voir, où la qualité de vie était valorisée plutôt que juste le travail ou quoi que ce soit. Puis là, moi, j'ai comme fait, ah ouais, ça a l'air le fun, là. Puis je me souviens, un soir à Sochi, j'ai juste appliqué à l'Université de l'île du Prince-Édouard. J'étais comme, ça y est, là, je retourne aux études, je sais que je veux plus travailler où je travaille en ce moment, je veux pas être où je suis en ce moment, je retourne aux études, puis ça va être à l'île du Prince-Édouard. Puis j'avais appliqué quand même à l'Université de Montréal puis à l'Université de Toronto, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore avec mon ex, mais je pense qu'on sentait que ça l'achevait. Puis j'ai été acceptée aux 3 places, mais l'île du Prince-Édouard, c'est la seule qui m'ont appelé, qui m'ont demandé comment ils pouvaient m'aider, qui m'ont vraiment accueilli verbalement aussi, puis avec ces attentions plus particulières, puis plus personnalisées. C'est là que j'ai fait comme, ah ouais, ok, c'est là que je vais, c'est certain. Puis quelques mois plus tard, j'étais à l'île du Prince-Édouard par moi-même. OK. Puis t'étudies en quoi à l'université? J'ai fait mon bac en biologie environnementale. OK. C'est ça. Okay. Ce qui était le fun aussi à l'île du Prince-Édouard, c'est que c'est une petite université, là, je pense que 4000 étudiants en tout programme confondu.
Fait que t'as des petites classes. Je me souviens, on avait des classes où on était 6. Il y avait des classes. La plus grande classe qu'on avait, c'était comme 60. Mais tu vas à n'importe quelle université, à l'Université de Montréal, à l'Université d'Ottawa, t'as des classes de 100, 200 personnes. Nous, c'était des petites classes. Fait que le contact avec les profs était super. Ils te connaissent par ton nom, tu vas prendre des cafés avec. Puis t'avais, c'est ça, c'est vraiment une petite communauté et universitaire, mais aussi en dehors de l'université qui est vraiment forte. Là. Tu sens que tu as plein d'opportunités pour t'impliquer, tu peux faire une différence dans ta communauté. Si tu veux voir quelque chose se faire, tu peux être la personne qui le fait versus d'avoir à compétitionner avec mille et une personnes pour faire une implication quelconque. Là. Il y avait plusieurs opportunités pour toi dans cette communauté-là pour te découvrir des talents, des forces, des qualités que tu savais pas que tu avais. Exactement. Mais ça m'a quand même pris un petit peu de temps avant de le faire. T'sais, j'ai eu un cheminement qui s'est fait personnel quand j'étais à l'île du Prince-Édouard. Puis je pense que ça, c'est justement saisir ces opportunités-là, puis vraiment m'impliquer, puis sortir de ma bulle, dans le fond, là, ça c'est peut-être fait dans la dernière 2 ans, deux ans et demi, versus la première année où ça a été un petit peu plus, peut-être un petit peu plus difficile à ce niveau-là, là, mais puis j'ai eu des doutes, puis j'ai eu des remises en question de ce que je suis à la bonne place, puis pourquoi je ne vais pas, dans un endroit que je connais, retourner chez mes parents, dans ma zone de confort, dans le fond, là. Mais finalement, Okay. ça l'a. Puis, quand tu étais à l'île du Prince-Édouard, est-ce que le yoga est revenu dans ta vie à ce moment-là? Comment ça se Ouais, passe? ouais, c'est ça. Donc, tu sais, moi, c'est ça. Je reviens Colombie-Britannique, Yoga Show, je découvre ça. Toronto, là, je le prends à un autre niveau. Là, ça me définit, puis j'en fais plusieurs fois par jour. Je m'en vais en Inde pour en faire pendant, mettons, 5 heures par jour pendant un mois. Puis, à travers notre voyage, on a continué à en faire aussi par nous-mêmes. Puis là, je reviens, je vais dans un nouvel endroit. Oui, je connaissais mon ami Mathieu, mais c'est cette même espèce de réticence mentale à vouloir m'imposer puis à vouloir être dans les pattes au monde. On dirait que ça m'a pris du temps avant de lui dire que j'étais là. Avant de lui dire comme, hey, tu te souviens, on s'est rencontrés à Sochi pendant quelques semaines. Je suis allée du Prince-Édouard, présente-moi tes amis. Puis ça m'a pris du temps avant de faire ce move-là. Finalement, ça s'est fait, puis c'était le meilleur move que j'aurais pu faire. Mais ces premiers temps-là, à l'île du Prince-Édouard, j'étais toute seule. J'avais personne que je connaissais à part Mathieu qui savait pas que j'étais là. J'habitais dans une maison que je partageais je louais une chambre là, avec d'autres filles qui étaient peut-être 5 à 6 ans plus jeunes que moi, dont les intérêts étaient différents. Elles sont super gentilles, puis tout ça, mais elles, très sur le party, très comme vouloir sortir dans les bars, dans les clubs, puis moi, j'étais peut-être j'étais plus là, dans le fond, dans ma vie. Fait que ma façon de dealer avec ça, comme ça l'avait été à Toronto, c'était l'activité physique, notamment le yoga. Puis il y a un super studio de yoga avec des professeurs exceptionnels à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Yoga chaud, encore une fois, c'était la seule chose que je pratiquais. Parce que veux pas en Inde, c'était pas du yoga chaud, mais s'il faisait chaud. C'était du yoga chaud quand même, juste pas chauffer à l'électricité. Fait que je retourne à ce studio de yoga-là, puis là, je continue mon approche assez obsessive du yoga. Je vais aux classes les plus vigoureuses, je vais aux classes les plus longues, les plus avancées, j'en fais plusieurs par jour. Et en plus de ça, j'ai commencé à combiner d'autres exercices physiques. Donc, je me suis mis à la course. Je me suis mis à m'entraîner au gym, mais je faisais tout dans une journée, puis je devais passer, c'était comme si j'avais une job à temps plein je devais passer au moins 5 heures par jour à m'entraîner. Puis c'était pas des petits entraînements, c'était des entraînements dépenses caloriques maximisées, puis tout ça. Fait que c'est vraiment devenu obsessif. C'est vraiment devenu malsain aussi, mais c'était ma façon de pas être chez moi, c'était ma façon de gérer mon temps parce que je savais pas quoi faire d'autre de mon temps. C'est où j'étais à l'université, mais c'est pas ça qui me prenait le plus de temps. J'avais pas de job à ce temps-là, j'avais pas de chum à ce temps-là, fait que j'avais pas rien d'autre à faire. Puis moi, c'était ma façon de m'échapper, dans le fond. Puis ça s'est combiné, ça a été progressif. Là, au début, c'était comme on va faire une classe, on va faire 2 classes aujourd'hui. On va aller courir en plus. Puis là, ça s'est vraiment fait graduellement. Puis là, c'était tout le temps de vouloir dépasser ce que tu as fait la veille. Là. Fait que si j'ai fait ça hier, je suis capable d'en faire plus aujourd'hui. Puis là, à ça, c'est rajouter l'alimentation. C'est une façon d'avoir le contrôle aussi pour moi. Je me sentais tellement hors de ma zone de confort, tellement anxieuse, tellement déboussolée. Fait que je me disais, si je peux avoir du contrôle sur certaines choses dans ma vie, ça va m'apporter un certain confort. L'alimentation, c'en était un. Fait que c'était alimentation saine, mais à une limite. Là, c'était très comme je me privais énormément de certains groupes alimentaires, limitations caloriques aussi, surtout pour quelqu'un qui devait dépenser des 3000 calories par jour, je mangeais pas suffisamment de loin. Là, c'était vraiment... c'est ça. Fait que c'est devenu super obsessif, mais moi, je le voyais pas nécessairement parce que j'avais personne avec qui le normaliser. J'avais pas d'amis, j'avais pas
famille-là, j'avais pas de chum, j'avais personne avec qui normaliser ça, avec qui me comparer nécessairement. Fait que c'était dans ma tête, c'était normal parce que je m'entraînais, je faisais du yoga. Le yoga, c'est bon pour toi, c'est bon pour l'esprit, mais tu sais, évidemment, c'est pour ça que je retenais de mes cours de yoga. C'était vraiment le côté physique. Je mangeais bien, tu sais, je mangeais rien qui était... je mangeais juste des légumes puis des protéines simples. Puis, en tout cas, dans ma tête, je faisais la bonne chose. Je faisais ce qu'on nous dit de faire, c'est s'entraîner puis bien manger. Mais c'est ça, évidemment, je l'ai pris à un niveau qui était plus sain, là, mais ça m'a pris un petit bout de temps avant de le réaliser, ça. Mais t'avais pas personne pour te dire Hey Anouk, me semble que t'exagères, tu sais. Dans ton Non, c'est ça. environnement, personne te faisait ce commentaire-là parce que Non, personne t'est peut-être assez proche de toi pour c'est le faire. c'est ça, exactement. Puis personne me connaissait nécessairement. Tu sais, il y a les colocs avec qui j'habitais, oui, qui m'ont peut-être vu perdre du poids à la longue, mais tu sais, eux, ils connaissent pas mon background, ils savent rien sur moi, fait qu'ils savent pas si c'est quelque chose de cyclique qui revient, tu sais, ils savaient rien. Fait que c'est justement, de personne pour te remettre en question ce que toi tu trouves normal, ou pour normaliser, dans le fond, comment bien s'entraîner puis comment bien manger. Fait que Qu'est-ce qui c'est est l'isolation, arrivé? dans le fond. Oui, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que, tu sais, à un moment Ouais. donné, tu te rendes compte de ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis retournée chez moi pour Noël, pour les fêtes, dans le fond. C'est vraiment le regard de ma famille quand ils sont venus me chercher à l'aéroport. Tu sais, j'ai fondu, là, j'avais perdu énormément de poids. Puis je pense que quand ils m'ont vu, ils l'ont réalisé. Puis dans le fond, tu sais, ça vient pas de nulle part. Comme moi, mon père, c'est quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie, qui a fait du sport toute sa vie, des compétitions, tu sais, des triathlons, des Ironman, puis tout ça. Puis lui aussi, il contrôlait beaucoup ce qu'il mangeait dans un but de performance. Mais je pense que lui aussi, il a déjà eu des petites phases obsessives avec l'entraînement. Ça, c'est jamais dégénéré comme moi, ça l'a fait. Mais je pense que juste avant que je vienne à l'île du Prince-Édouard, j'avais passé l'été chez lui, dans le fond. Puis je pense qu'il a vu que ça commençait, tu sais, je pense que lui, il a peut-être perçu, vu des choses que moi, j'avais pas encore vues, de comment ça devenait un petit peu plus obsessif. Je me souviens, on faisait des sorties de vélo ensemble, puis moi, j'insistais sur comme non, on va pas manger pendant la sortie de vélo. Tu sais, lui, il était comme, on va manger, prendre des snacks pour s'alimenter, se donner de l'énergie pour pouvoir revenir. Mais moi, c'était très non, non, non. Tu sais, j'avais des sautes d'humeur aussi, veux pas, quand tu manges pas assez. Je faisais des crises. Mon père, c'est la personne la plus douce que j'ai. Il n'y a aucune matière à être fâchée contre lui, mais je me fâchais pour pour des raisons vraiment anodines, mais je pense que c'était juste cette espèce d'état physique dans lequel je m'étais mis. Fait que je pense que lui, il le voyait venir, mais je pense qu'il y avait espoir que je me reprenne en main puis que je laisse pas ça dégénérer. Mais c'est quand je suis revenue pendant les fêtes qu'ils m'ont tous regardé puis ils ont fait « OK, ouais, ça l'a dégénéré. » Ça l'a vraiment été hors de contrôle. Puis c'est ça. Puis ça a été 2 semaines de comme... Moi, dès le moment que je suis arrivée, je voulais vraiment qu'on parle de ce qu'on allait manger à Noël parce que ça m'angoissait énormément. Là. Noël, c'est l'abondance, c'est la grosse bouffe. Puis, oh mon Dieu, moi, ça m'angoissait. Fait que je voulais vraiment qu'on contrôle ce qu'on mange, comme si je leur imposais ça aussi. Je voulais m'abonner à un gym pendant les 2 semaines que j'allais être là. Je voulais qu'on fasse plein d'activités. Dès le début, je pensais à comment j'allais pouvoir brûler des calories, comment j'allais pouvoir restreindre mes calories, puis tout ça. Puis là, ils ont comme fait un espèce de gros wake-up call, là, un gros regarde, c'est excessif ce que tu fais, c'est pas sain, ma mère m'a amené voir le docteur, puis fait que c'est ça. Puis quand je suis sortie quand je suis retournée à l'île du Prince-Édouard, là, j'avais une mentalité, on venait de me dire que je m'entraînais trop, que je devrais plus m'entraîner. C'est pas comme ça qu'ils l'ont formulé, là, mais moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est comme l'entraînement, c'est mauvais. Manger sainement, c'est mauvais. Encore une fois, ce n'est pas les mots qu'ils ont utilisés, mais c'était vraiment comme la restriction, c'est mauvais. Fait que je suis revenue à l'île du Prince-Édouard, puis j'étais tellement confuse. Je disais, mais c'est quoi que je dois faire? Si je m'entraîne, je me sens mal. Si je mange bien, je me sens mal. J'étais tellement dans un état. Puis là, je venais de déménager à l'île dans un appartement où j'étais toute seule. Fait que là, ça a été l'autre côté de la pendule. Là. Pendant les premiers quelques mois, j'ai rien fait. Physiquement, là, je marchais pour me rendre à l'école, c'était tout. Je m'entraînais plus du tout. Puis ça a été des grosses périodes de binge, là, je mangeais trop parce que j'étais comme, mais c'est ça qu'ils m'ont dit de faire. Ils m'ont dit de prendre des calories, ils m'ont dit de reprendre du poids, mais ça a été, j'ai dépassé mon poids santé, là, ou le poids qui était sain. Je mangeais pas à ma faim, je mangeais plus qu'à ma faim. Fait que ça a été une autre période de comme, wow, on est allé dans l'autre extrême là, parce que dans ma tête, j'étais tellement perdue, j'étais tellement confuse. Puis là, j'ai pas fait de yoga pendant ces mois-là, parce qu'encore une fois, moi, le yoga, c'était la dépense physique, c'était la dépense énergétique. Puis ça, il y avait un gros X là-dessus. Fait que j'étais aussi, c'est ça. Puis mentalement,
tu veux pas, tu vois ton corps qui change, puis tout ce qui était, ce que je sentais que j'avais créé, comme je le perdais à vue d'œil, puis tout ça. Fait que c'était des grosses périodes difficiles émotivement puis mentalement, là, qui ont duré pendant un petit bout, là. OK. Puis, à un moment donné, t'es revenu, parce que t'as comme passé par un extrême en allant vers l'autre, C'est ça. mais à un moment donné, t'es revenu aussi à quelque chose. Qu'est-ce qui t'a ramené vers Oui, un équilibre, c'est une bonne peut-être? question. C'est, tu sais, à la longue aussi, j'ai commencé à me faire des amis. J'ai contacté cet ami Mathieu-là qui m'a présenté à son groupe d'amis, qui sont les personnes les plus incroyables. Ils sont vraiment, c'est un groupe d'amis, tout du monde très hétéroclite, très différent dans leur background, dans leurs intérêts, dans leur métier, dans leur occupation du temps, mais qui ont toute cette gentillesse-là, cette ouverture d'esprit, cette bienveillance-là. Euh, puis on a commencé à faire du sport ensemble dans des ligues de sport qui existent à l'île du Prince-Édouard, qui est comme des ligues multisports. Fait que c'est à chaque semaine tu joues un sport différent. Fait que t'es pas obligé d'être bon parce que la majorité du monde n'ont jamais fait ce sport-là. Fait que c'était juste du jeu, c'était le fun. Puis c'est là que j'ai fait comme j'aime ça l'activité physique. T'sais, oui, je me suis punie beaucoup, je me suis contrôlée beaucoup avec ça, mais reste que c'est quelque chose que j'aime profondément. Mais c'était juste changer ma perspective par rapport à ça. C'est ça que ça a commencé à faire. C'est là que j'ai réalisé aussi mes amis j'avais commencé à me faire quand j'étais à mon poids le plus bas, à mon obsession initiale de restriction ou d'excès physique, puis qui m'ont aussi autant aimé quand j'étais à l'autre extrême. C'est là que j'ai réalisé comme, c'est moi qui se mets cette pression-là de devoir ressembler à telle chose ou faire autant d'activités physiques. Eux, ils s'en foutent, là, de ce que je fais comme sport ou ce que je mange. C'est pas pour ça qu'ils m'aiment. Fait que il y a ces petites réalisations-là qui se sont faites. Puis graduellement, là, j'ai décidé de retourner au yoga aussi parce que c'est quelque chose que je savais que j'aimais. Puis j'étais comme, bon, si je peux apprendre à changer ma perspective sur l'activité physique, est-ce que je peux pas faire la même chose pour le yoga? Mais je suis allée vraiment de façon prudente. Puis je sais pas si c'était la sagesse ou si c'était plus parce que j'avais peur de retourner dans les mêmes classes que je faisais avec 60 livres de plus en quelques mois à peine. Tu sais, j'avais peur des comparaisons ou quoi que ce soit, mais j'ai été dans les classes les plus, ce qu'on appelle restauratives, les plus douces, ou des classes juste de méditation, ou des classes pas chauffées, parce qu'il y en offrait aussi des pas chauffées. C'est là que vraiment ma perception du yoga a fait un switch comme du tout au tout. Ça a vraiment été là, tout ce qui était dit du yoga, tous les apprentissages, toute la philosophie du yoga qui était partagée, des fois juste par quelques mots, par une phrase, des fois par des paragraphes ou des discours un peu plus longs, là. Mais c'est là qu'on dirait que chaque chose m'interpellait, puis je suis comme, oh wow! Tu sais, le yoga, c'est beaucoup axé sur la compassion, sur la non-violence envers soi-même. Puis moi, ce que je faisais, c'était violent envers moi-même. Ce que je faisais, endurer mon corps, c'était extrêmement violent. La non-comparaison, du fait que le yoga, c'est pas juste le physique, le côté posture, c'est vraiment un outil pour trouver une clarté mentale, pour être en santé, puis tout ça, mais ça n'a jamais été une performance. Puis même tous ces petits apprentissages puis enseignements-là que j'ai appris en Inde, que j'avais pas réalisé que j'avais appris, mais toutes ces petites graines qui avaient été semées là, c'est là qu'ils ont comme commencé à faire surface, dans le fond. Puis ma connexion au yoga a changé. Puis c'est là que j'ai été pour la deuxième fois en Inde. Fait que c'était cet été-là. Donc moi, je revenais de mon Noël chaotique chez mes parents. Quelques mois se sont écoulés. Je me souviens plus si c'est cet été-là ou l'autre d'après, mais j'étais comme, wow, OK, là, j'ai besoin de, je pense que c'était juste avant que je recommence à voir la lumière au bout du tunnel, là, que je recommence à trouver du plaisir dans l'activité physique. On dirait que je voulais une espèce de traitement choc pour me remettre en forme, dans le fond. Puis je voulais plus, j'étais tellement confuse dans ma tête, tellement confuse dans mes idées, que j'étais comme, il faut que je sois toute seule. Fait que je vais aller m'isoler 3 mois en Inde chez Raja Krishna, le monsieur chez qui j'avais fait du yoga. Fait que c'était l'été. Je m'en vais toute seule cette fois-ci en Inde chez le même monsieur. Puis mon but, c'était de faire du yoga comme des 5 heures par jour. Puis vraiment, mais encore une fois, mon but, c'était de me remettre en forme. J'étais comme là, il y a personne qui va me dire que je fais quelque chose de bien ou pas bien en mangeant trop ou pas assez. Fait que je suis retournée là, mais ça a été un peu chaotique. Comme mentalement, ça a été important comme moment, mais c'est là que j'ai réalisé que l'extrême pour moi ne fonctionnait plus. Comme j'ai essayé de faire du yoga 5 heures par jour, mais ça marchait plus. Je finissais par des fois sauter des journées, des fois en faire que quelques classes ou en faire juste par chez moi, même pas avec le monde, pour faire mes propres routines. Fait que c'est là que j'ai réalisé, wow, le côté extrême que je m'étais imposé avant, je suis plus capable de le faire. C'est même si je suis plus capable de le faire du tout, mais on dirait que je suis plus capable de le faire du tout, mais on dirait que
encore assez tourmentée mentalement que même les apprentissages de Raja Krishna, 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 je pense que je les interprétais juste d'une façon. C'est de la façon que d'état chaotique dans lequel j'étais dans ma tête. Mais tu sais, il y a une phrase qui dit quand l'élève est prêt, la leçon apparaît ou quelque chose comme ça. Puis c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, t'étais peut-être pas prête à ces moments-là à tout intégrer ce qui était là pour toi, mais c'était là quand même. C'était juste en attendant que d'autres choses arrivent, tu fais ah oui, ça j'ai appris ça, puis c'est ça que ça m'a emmené. Tu sais, moi ça m'impressionne. Des fois je lis des livres, des fois je comprends quelque chose que j'ai lu 4 ans avant, mais que j'avais pas compris à ce moment-là. Puis je fais ah wow, c'est même pas que ça va être des leçons nécessairement, tu sais, mais c'est qui en deviennent plus tard. Fait que je suis contente que ce soit le cas parce que justement, sinon j'aurais cru que ça serait des expériences gâchées ou sur lesquelles j'ai pas capitalisé pour en apprendre le plus possible. Mais non, ça l'a fait sa marque à sa façon, en son temps, puis c'est ça. Puis c'est que là, maintenant... Ça a créé qui tu es aussi aujourd'hui. C'est ça que j'allais dire, comme qui je suis, mais aussi ce que j'enseigne, veux pas, tu fais mes cours de yoga, puis n'importe qui est fait a sûrement réalisé que moi, je prêche vraiment les enseignements du yoga. Cette notion de compassion, de non-violence, de regarde, t'es là pour toi, t'es pas là pour performer. C'est vraiment comme, je pense, je le mets de l'avant-plan, peut-être des fois trop, mais parce que moi, ça m'a sauvé. Je dis ça, là, je dramatise peut-être la situation. Jamais trop. Bon, merci. Mais je me dis, tu sais, il y a peut-être du monde qui entend ça, puis que pour eux, ils sont, ou moi j'étais, comme qu'ils sont pas nécessairement réceptifs à ça, mais c'est correct, tu sais, t'as pas besoin de toujours l'être, puis t'as pas besoin d'être tout le temps comme une grosse signification pour toi. C'est juste que moi, ces choses-là, je les ai entendues à un certain moment, ou je les ai réalisées à un certain moment, qui ont fait une différence nécessaire dans ma vie. Fait que je me dis, si ça peut, une chose peut interpeller une personne, même si c'est d'une autre façon que ce que je le dis, mais ils font leur propre connexion, propre réalisation, ben tant mieux. Parce que moi, ça m'a sauvé, ces enseignements-là, vraiment. Là, mais je pense pas qu'on peut jamais être trop bienveillant envers soi-même. Et c'est ce que tu nous enseignes beaucoup par les mots que tu choisis, par des petits bouts de texte que tu choisis des fois de nous livrer. C'est toujours être dans la bienveillance envers les autres, mais surtout envers soi-même. Puis je crois que c'est ce qu'on manque le plus. On est très exigeant de soi-même. On veut performer, pas juste au yoga. On veut performer dans notre vie. On veut être bon. On veut réussir. On se met beaucoup de pression. On n'est pas dans l'accueil de ce qui est là. Puis on est souvent pas assez dans la bienveillance. Et tes cours de yoga, c'est ce qui nous permet de réaliser, je trouve. De dire, hey, c'est correct. Tu sais, c'est correct que moi, je réussis pas à faire ça aujourd'hui. Puis pourtant, la semaine passée, j'étais capable. Peut-être que la semaine prochaine, je vais l'être. Aujourd'hui, ça marche moins parce que c'est comme ça. Fait que c'est dans l'accueil et le laisser-être de ce qui est là pour aujourd'hui aussi. C'est vraiment ça que tu nous apprends pendant nos cours de yoga. Ah, mais tant mieux. Puis tu sais, souvent, c'est comme, oui, ça a le rapport aux postures de yoga qu'on fait, mais ça a des répercussions sur le reste de notre vie aujourd'hui. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas l'amie que j'étais hier, que j'ai pas une aussi bonne écoute, ou peut-être que je suis moins... Tu sais, c'est pas juste les postures, puis je pense que c'est vraiment ça. C'est quand on réussit à appliquer ce que le yoga nous enseigne, mais dans le quotidien. Parce que c'est ça, ces enseignements-là, c'est un des aspects du yoga. Autant que les postures, c'en est un, mais c'est pas à n'appliquer que sur notre tapis de yoga. C'est vraiment à avoir des répercussions dans la vie autour de soi, dans notre perception de soi, dans les messages, puis le ton, puis ce qu'on se dit à soi-même. Puis moi, c'était violent ce que je me disais, là. C'était, t'es pas assez bonne, t'as pas assez fait de... C'était vraiment méchant ce que je me disais. Puis juste changer ça, ça fait une différence, là. C'est un poids qui s'enlève, c'est ça, une joie de vivre aussi qui s'installe, de comme, hey, pourquoi je suis tellement sérieuse par rapport à ça? On s'en fout, c'est pas grave, je suis là pour le fun. C'est juste enlever un peu de pression, là, puis de retrouver le plaisir. De remettre, oui, c'est ça, de remettre le plaisir, puis la joie, puis la douceur dans ta vie, plutôt que le contrôle, et je dois faire ça parce que, puis tu sais, d'être très sérieux, puis finalement, t'étais peut-être pas si bien que ça à travers ça. C'est juste pas durable, comme même si j'étais très bonne à avoir ce contrôle-là pendant un moment, comme j'ai craqué, puis une chance que mes parents, ma famille m'ont réveillée au bon moment, parce que tu sais, je sais pas comment j'aurais terminé là si j'avais continué sur cette trajectoire-là. J'ai espoir que j'aurais réalisé à m'amener par moi-même, mais peut-être pas. Peut-être que ce serait mon corps qui aurait lâché. Puis, tu sais, fait que c'est ça. C'est ces apprentissages-là qui
ça, qui arrivent puis qui s'appliquent à différents niveaux puis à différents temps dans ta vie aussi, là, qui sont importants. Et dans le fond, quand tu termines ton bac à l'île du Prince-Édouard, après, tu repars Après, pour je repars, puis c'était retourner. crève-cœur parce qu'à ce moment-là, tu sais, à la fin de mon séjour à l'île du Prince-Édouard, j'avais un groupe d'amis, une communauté que j'adorais. Puis j'étais bien, puis je me voyais rester là. Mais on dirait que, comme académiquement, j'avais le goût de me pousser puis de poursuivre un petit peu plus parce que je savais pas trop qu'est-ce qui s'ouvrait à moi. Fait que j'étais allée à l'Université d'Ottawa pour faire ma maîtrise là-bas en biologie, encore une fois, en écologie. Mais avec l'idée en tête que je retournerais à l'île du Prince-Édouard après. C'était vraiment comme, puis c'est ça que je disais à mes amis, comme, donnez-moi 2 ans, je vais être de retour. Puis là, ça fait plus que 2 ans, puis je suis pas de retour encore, mais c'est correct. C'est chaque chose en son temps, puis je suis où il faut que je sois, puis je suis correct avec ça. Fait que c'est ça, je vais à l'Université d'Ottawa, puis j'ai fait on a un laboratoire de recherche, puis je me suis fait une bonne amie, là, Catherine, puis avec elle, on a décidé, elle aussi, c'était une yogi, puis on a décidé de faire une autre formation de yoga ensemble pour pouvoir enseigner le yoga. Fait que les 2 fois que j'avais été en Inde avec Raja Krishna, parce que j'ai considéré avoir une formation de yoga qui me permet d'enseigner. Je me serais pas sentie à l'aise d'enseigner après ça, parce que moi, c'était très personnel, OK. ma raison d'aller là, c'était très, puis j'ai pas l'impression que tous les apprentissages et les enseignements qui m'ont été donnés, je les avais incorporés, que je pouvais les enseigner. Mais on dirait qu'une fois à Ottawa, j'étais comme là, ma relation avec le yoga a changé. Là, je prends plaisir à le faire, mais c'est pas une pression. Puis ça pourrait être le fun de faire une autre formation peut-être un peu plus intense, mais où je retirerais ces enseignements-là que j'étais passée dessus auparavant. Puis mon amie Catherine, dans mon laboratoire de recherche, on s'est comme motivé à le faire ensemble. Fait que ça, c'était super le fun. Pendant quelques mois, chaque fin de semaine, on avait des fins de semaine intensives de yoga, puis c'était vraiment, on pratiquait, mais surtout on parlait, puis on se pratiquait à enseigner. Fait que c'était beaucoup moins axé sur moi et ma pratique, mais plus sur l'enseignement du yoga. Fait que ça a été une belle expérience. Puis c'est après ça que je l'ai terminé, cette formation-là. Puis au début, je la faisais pas nécessairement pour enseigner. C'était plus comme, je veux apprendre. Tu sais, je veux apprendre le yoga parce que je viens de réaliser plein de choses puis je veux continuer à le faire. Mais à un moment donné, je me souviens un soir, puis il y a beaucoup de choses dans ma vie, là, que ça s'est très, tu sais, aller m'inscrire à ce truc en Ukraine, là, appliquer à l'université de l'île du Prince-Édouard, c'était très comme, il y a un 5 minutes que je fais pourquoi pas, puis je le fais. Tu sais, je l'applique, comme il y a un petit flash qui se passe dans ma tête, puis je prends ce moment-là, puis je le fais. Je suis comme, même si j'y avais pas vraiment pensé avant ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a eu un soir, je me souviens, il faisait pas super beau dehors, j'étais chez moi, puis j'étais comme, je vais appliquer à des gyms pour voir si je peux pas donner un cours de yoga. Jamais j'ai rien pensé qui en deviendrait de ça. C'était des sites génériques comme envoyez votre application ici, mais c'était juste sur le site internet. C'était rien de personnalisé. Je me souviens, j'ai écrit allô, j'ai ma formation de yoga, j'aimerais ça donner des cours. C'est vraiment rien. Puis que je pensais pas que j'allais me faire rappeler, mais finalement, il y a un gym à Gatineau qui m'a rappelé. J'ai commencé à donner mes premiers cours de yoga là. Puis j'ai rencontré mon chum qui est là-bas, qui lui était nutritionniste, ironiquement. Mais je pense que c'est une belle chose aussi. Fait qu'on a commencé à... Il n'y a pas de Non, hasard, c'est hein? ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tu Oui, sais. puis ça l'a compté. Parce que je pense que j'avais trouvé un certain équilibre côté entraînement physique. J'ai continué à m'entraîner, à faire des sports d'équipe, des choses, à m'entraîner au gym avec une amie, à faire du yoga avec une autre amie, à faire des sports d'équipe. Fait que j'étais encore très active, puis je le faisais dans le plaisir, jamais dans comme l'imposition. Mais il y avait encore des petits messages mentaux, surtout à l'alimentation, surtout dans les périodes de stress où je sentais que je perdais le contrôle sur ma vie, que j'avais des petites tendances à retourner à mes vieilles habitudes, parfois malsaines, d'un extrême à l'autre. Puis on dirait que rencontrer Sébastien, mon chum qui est nutritionniste, m'a vraiment aidé à franchir cette dernière étape. Je sais pas si c'est la dernière étape, là, mais cette étape-là c'est ça, dans mon parcours avec la relation de l'activité physique et la nutrition, parce qu'il m'a vraiment aidé à normaliser, dans le fond, l'alimentation. Tout ce que moi, j'étais vraiment adamante que ça, c'est bien manger, ça, c'est mal manger, ça, c'est combien tu devrais manger, blablabla. Bla, bla. Il m'a tout fait casser ça, puis il m'a vraiment comme normalisé la nourriture, puis le pourquoi tu nourris, c'est pour te donner de l'énergie pour faire ce que tu aimes faire. C'est pas pour te punir, c'est pas pour te récompenser, c'est vraiment comme une relation plus saine avec la nourriture, puis ça a été extrêmement bénéfique parce que c'est ça. Je le voyais aussi dans le quotidien, on habitait ensemble, puis je voyais ce que lui il mangeait, puis je me disais, mais il est nutritionniste, puis il a le droit de manger la pizza une fois de temps en temps, pourquoi moi j'ai pas le droit de manger? Tu sais, c'est vraiment juste des petites affaires niaiseuses, là, mais qui
font leur effet à la longue. Puis, Mais parce que lui se le c'est permettait, ça. malgré qu'il était nutritionniste, tu te disais, ben, si lui le fait, C'est ça. je peux Puis je te aussi le le faire, permettais c'est sans correct. remords. Moi, c'était vraiment ça. Parce que, tu sais, Oui, pendant une bonne période de ma vie, je me le permettais. Mais je me le permettais dans l'excès. J'étais comme, ben, si je prends un biscuit là, je devrais en prendre 30. Tu sais, tant qu'à ça, j'ai tout gâché ma diète. Fait que je vais aller dans l'autre extrême. C'était très comme, oh, c'était ok. lourd. Mais lui, c'était comme, ben, regarde, je vais manger ma pizza jusqu'à temps que j'aurais plus faim. Et quand j'aurais plus faim, j'arrêterai de la manger. Puis c'était très, tu sais, c'est de base, c'est C'est normal. simple. Ça devrait pas être Ouais. si compliqué le processus dans ma tête quand c'est si simple en réalité. Tu manges pour te nourrir. Quand tu n'as plus faim, mange plus. Puis, tu sais, des fois, c'est correct si tu n'es pas tout le temps en train de manger ton assiette du guide alimentaire parfaite à chaque repas. C'est vraiment un guide général. Puis, en tout cas, fait que ça l'a fait un gros bien. C'est une éducation que j'avais besoin, je pense. Là. Puis, c'est ça. Ça m'a aidé à trouver l'équilibre dans lequel je pense que je suis aujourd'hui. Puis dans le fond, lui, il t'a permis ça à chaque jour, à petite dose Mm-hmm. aussi, tu sais, de le comprendre, de l'intégrer aussi, cette nouvelle façon-là de voir la nourriture, puis voir l'alimentation, puis de voir que tu nourris ton corps et non que tu le Ben, c'est punis ça, aussi. exactement. Puis, tu sais, puis l'activité physique aussi, comme lui aussi aime beaucoup le sport puis l'entraînement. Fait que, je veux pas, il y a beaucoup de choses qu'on a commencé à faire ensemble. Puis c'est là, des fois, tu as juste besoin d'un cadre de quelqu'un qui fait ça sans trop s'en soucier. Comme, c'est ça. Puis je veux pas blâmer les parents. Au contraire, là, je pense qu'ils ont initié une belle amour pour le sport puis tout ça, mais je pense que les modèles que j'avais eus aussi, puis c'est peut-être juste les moments sur lesquels j'ai accroché. Tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça dans leur vie, mais je me souviens de phases assez intenses puis restrictives, par exemple, chez mon père, des choses comme ça. Fait que c'est juste comme, moi, j'ai répété ce que j'avais vu, mais je l'ai apporté à un extrême. Fait que j'avais juste besoin d'un autre modèle, dans le fond. Puis j'avais jamais habité Mhm. avec des personnes, tu sais, j'avais habité chez mon ex avec sa famille, mais eux, c'était, ils mangeaient pas nécessairement, puis je dis mangeaient pas bien quand c'est pas quelque chose qu'on devrait dire, mais j'ai l'impression que la nutrition ou l'alimentation, c'était pas quelque chose qui faisait partie de leur priorité, puis c'était vraiment très, je sais pas, très négligé. Puis moi, j'étais dans une phase où, au contraire, j'étais très comme, non, ça c'est mauvais, là, ce qu'ils mangent, c'est mauvais. Fait que ça m'a poussé à aller vers l'autre extrême, mais trouver quelqu'un qui est très équilibré dans ce qu'il mange, trouver quelqu'un qui est très équilibré dans sa relation avec la nourriture et l'activité physique, c'était comme, ah, OK, c'est comme ça que ça pourrait être, c'est comme ça que ça, Qui mange pour se nourrir, mais qui mange aussi avec le plaisir de ben, la c'est ça, table. exactement. Exactement. C'est ça. Ouais. C'est simple, hein? Mais pourtant, Oui, mais des fois, on aime bien compliquer ouais. les choses Ah, simples. vraiment. Puis surtout quand t'es pris tout seul dans ta tête, là, puis tu manques cette clarté puis ce recul-là, c'est que ça prend une autre direction, là, qui peut être assez divergente. Puis dans le fond, fait que vous vous rencontrez à Ottawa, et si je me trompe pas, la suite, c'est arrivé au Ouais, c'est arrivé au Témiscamingue. Témiscamingue. Qu'est-ce qui se passe? Euh, ça s'est fait, moi, je finissais ma maîtrise, puis à Ottawa, c'est ça, Ottawa, lui, il habitait à Gatineau, moi, j'habitais à Ottawa avant qu'on habite ensemble, puis on avait un bon cercle d'amis, ça faisait quelques années qu'ils étaient là, fait qu'on avait vraiment des bons amis, puis une belle gang, mais moi, j'arrivais de l'île du Prince-Édouard avant ça avec ce désir de communauté, puis ce désir de comme d'avoir quelque chose, tu sais, de te sentir impliqué, d'être entouré d'une communauté, qui est plus qu'un cercle d'amis, je le réalise maintenant. Oui, les amitiés en font partie, mais c'est plus que ça aussi. C'est la région dans laquelle tu habites, c'est les opportunités que tu as, c'est tout ça. Ça me manquait. Ça me manquait énormément. Euh, puis lui, ça faisait plusieurs années qu'il travaillait au gym où il travaillait. Puis il était comme, tu sais, il y a un poste de nutritionniste. Il n'y a pas mille et une options pour lui d'avoir d'autres rôles ou de progresser par rapport à ça. Puis je pense qu'il avait besoin d'un peu plus de stimulation. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va déménager, on va aller ailleurs. Moi, je savais que le côté communauté était important. Euh, J'étais en train de terminer ma maîtrise, j'avais pas un emploi fixe, ou c'est pas comme si j'avais l'enseignement ou la nutrition, que c'était comme un poste plus défini ou quelques postes plus définis qui Mhm. t'attendent. Moi, c'était très abstrait. Fait qu'on s'est dit, trouve-toi une job. J'ai dit ça à mon chum, on a décidé ça, qu'il va se trouver une job, puis on va déménager là en fonction de ça. Puis moi, je m'adapterai par après. J'étais très, très correcte avec ça. Puis là, on a regardé les opportunités. Puis il y en avait quelques-unes, mais je me souviens, il y en avait qui étaient à Laval, puis j'ai rien contre Laval, mais c'est juste, moi, c'était pas l'environnement dans lequel c'était pas le communauté nécessairement que je voulais. Puis j'aimais bien les régions aussi. Puis à un moment donné, on en a vu une ici
Abitibi-Témiscamingue, puis il y a eu des premiers contacts avec qui est maintenant son employeur. C'était un peu l'accueil que moi j'avais reçu de l'Université de l'Île du Prince-Édouard. C'était super chaleureux, c'était super personnalisé, puis c'était très comme plus que juste la relation professionnelle. C'était aussi, il y avait une sensibilité à vouloir avoir une belle intégration aussi, qu'on ait une belle intégration. Puis, veux pas, il y a le Carrefour Jeunesse Emploi ici au Témiscamingue qui lui ont offert un séjour exploratoire, qui ont aidé à trouver des appartements. Tu sais, il y a cet accueil-là on serait allé à Laval, je m'excuse Laval, mais je suis pas certaine qu'on aurait eu cet accueil-là. Fait que puis moi, ça m'a fait, j'ai pas hésité. Je savais pas ce qui allait m'arriver, je savais pas ce que j'allais faire une fois rendu là-bas, mais j'étais comme, oui, je veux être là. Tu sais, c'est vraiment, il y a aucun doute, puis on va venir, puis je veux dire, on n'a pas été déçus, là. Ça a juste continué à faire ressortir ce qui nous avait attiré initialement de la place, là. OK. Fait que vous êtes arrivé en 2020? En 2020, oui. Donc, lui est arrivé en février, si je me trompe pas. Moi, je suis arrivée en mars 2020, puis c'est ça. C'était la veille de la fermeture des régions. Pour le confinement COVID, là, quand ils ont fermé les déplacements interrégionaux, c'était vraiment la veille. Fait que je me souviens plus si j'ai changé mes plans pour arriver à date ou c'était un hasard que j'arrive puis que le lendemain, ils ferment les frontières. D'après moi, c'est un hasard parce que je pense pas que j'avais la tête à planifier trop les choses. Ça avait juste vraiment bien à donner. Mais c'est ça, on est arrivé ici en plein confinement. Veut pas. Lui, il avait la chance de quand même travailler à l'hôpital. Fait qu'il a continué, il était à l'hôpital puis il rencontrait du monde au moins. T'sais, moi, je rencontrais personne. Veut pas, là, c'était le confinement, j'avais pas de job, j'avais pas rien, mais ça m'angoissait pas plus que ça. Là. Je pense il y avait tellement d'accès plein air aussi, puis on parlait à nos amis justement à Gatineau qu'on vient de laisser, qui eux étaient pris dans leur appartement, ne pouvaient pas sortir. Fait que moi, c'était le paradis, là. J'allais me promener, puis c'était vraiment bien correct comme ça. Puis je finissais les dernières étapes de ma maîtrise. Fait que ça me gardait un peu occupée. Mais veux pas, comme j'ai terminé ma maîtrise, puis ça m'a commencé à me chicoter de qu'est-ce que j'allais faire après. Tu sais, veux pas, je voulais me trouver quelque chose. Puis avant qu'on déménage, j'avais déjà eu une opportunité d'emploi, comme une entrevue, puis avec une offre d'emploi. Mais ça a été mis en suspens avec le confinement. Puis on m'a dit, regarde, maintenant, on n'est plus sûr de l'impact que ça va avoir sur notre budget, sur notre possibilité de t'offrir l'emploi. Fait que, mais pas trop. Si tu as d'autres choses qui se présentent en attendant, vas-y, là, parce qu'on n'est pas sûr qu'on peut te l'offrir par après. Puis c'est ça. Fait que là, moi, ça me chicotait un petit peu. Puis là, avec le recul, je pense que c'était surtout un acte de désespoir, de comme je voulais pas passer une période indéterminée. Je savais pas combien de temps ça durerait sans revenu, sans job, sans rien à faire pendant la journée. Mm-hmm. Maintenant, je me dis, j'aurais peut-être dû attendre puis en profiter, tu sais, pourquoi pas, j'étais pas mal prise, puis j'aurais pu en profiter puis attendre que la bonne opportunité se présente, là. Je pense que c'était vraiment comme la désespération qui m'a fait faire ça, mais j'ai appliqué pour un programme doctoral à l'UQAT ici, puis je dis ça que c'est un acte de désespoir. Je pense que c'est plus me retourner vers les études quand j'avais décidé de prendre un break. Je suis super contente d'être où je suis, j'ai un super projet, une super équipe de recherche, puis je pense que ça l'a très bien à donner. Mais veux pas, c'était pas mon plan initial. J'en avais pas vraiment, là, mais c'était pas ce vers quoi je m'enlignais. Ça l'a plus été parce que c'était la seule chose que je trouvais pour l'instant à faire. J'ai embarqué dans un programme de doctorat, ça fait un peu plus qu'un an. Maintenant que je fais ça, puis c'est ça. Puis j'ai contacté aussi la clinique Movenne. Puis ça aussi, c'était un peu comme quand j'avais appliqué pour enseigner à un gym à Ottawa-Gatineau. C'était très comme, à Mané, j'envoie un message. Ils ne marquent pas qu'ils offrent des cours de yoga nécessairement, fait que je pense pas qu'ils sont à la recherche de profs, mais je fais juste envoyer un message. Je dis, allô, je suis prof de yoga, je viens d'arriver, si vous cherchez quelqu'un, contactez-moi. Puis là, ça l'a été, c'est là que j'ai eu ce premier aperçu de la communauté ici au Témiscamingue, parce que ça a été un accueil à bras ouverts. J'ai rencontré des personnes là-bas, les personnes qui venaient au cours aussi, puis juste, tu sais, sentir, je veux pas, c'est une entreprise en développement, qui sont super ouverts d'esprit, ouverts à l'accueil. Fait que je sentais que je faisais partie de quelque chose, je veux pas. Fait que ça l'a rendu l'intégration 10 fois plus facile que ça l'aurait été sinon. Puis je pense, en tout cas, je vais parler pour moi, quand on a des gens qui arrivent de l'extérieur avec une expertise comme la tienne, avec un bagage, on se sent choyé et chanceux d'avoir accès parce que on le sait qu'on vit quand même à 8 heures de Montréal, à 5 heures de Toronto. On est dans un petit milieu. Donc, quand il y a des gens qui arrivent de la ville et qui ont plein de choses à offrir, on est comme « Wow, mais quel cadeau! » Fait qu'on vous apprécie. En tout cas, moi, je t'apprécie, c'est sûr, mais je pense que c'est comme ça que
que les gens, on est ici au Témiscamingue, on fait, hey, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur avec, tu sais, des nouvelles choses à offrir. Fait que nous, on est comme des enfants à Noël. On est comme, oh, wow, ça va être cool. Ah, mais c'est le fun. En tout cas, ça a tellement été un bel accueil. Puis moi, on m'avait dit, puis on dirait que ça me faisait un peu peur au début, on m'avait dit, je me souviens plus, je pense pas que c'est nécessairement par rapport au Témiscamingue, je pense que c'est plus par rapport aux petits endroits, dans le fond, que si le monde va t'aimer ou va pas t'aimer. S'ils t'aiment, ils vont te suivre. S'ils t'aiment pas, ils vont mettre un croix sur toi. Fait que j'avais cette pression-là de comme, oh mon Dieu, j'ai peur de me faire bannir, tu sais, j'ai peur de... Mais finalement, l'accueil a été, a été tellement chaleureuse, là, puis c'est ça, c'est super le fun. Puis de toutes les années que j'avais enseigné pendant ma maîtrise, là, peut-être 2 ans et demi avant de venir ici, comme les personnes à qui je donnais des cours, tu sais, oui, il y en a qui revenaient, fait que je connaissais un petit peu, mais j'ai jamais eu les mêmes conversations, commentaires, relations qu'avec les personnes à qui j'enseigne. Ici, c'est des relations amicales, je sais pas, là, c'est une proximité qu'on ouais, a, je pense. Tu sais, on est capable rapidement de créer des ouais, liens. Je pense qu'on a ça, tu sais, d'être capable de le faire. Puis des fois, il y en a qui sont plus gênés, mais ils vont arriver un peu après. Fait que finalement, ça devient comme une petite gang, ouais. là, une petite famille de yogis là, qui pratiquent le yoga ensemble. Puis, tu sais, moi, je trouve ça beau parce qu'on est vraiment des âges différents dans nos classes de yoga. Tu sais, il y a des plus jeunes, il y a des plus âgés. Quand j'ai fait les cours du matin cet été, il y avait des gens vraiment plus âgés. Là, je me disais, oh, wow, Ouais, c'est beau parce qu'il y a un partage aussi ouais. qui se passe dans les classes de yoga. Le fait d'avoir des personnalités différentes, des âges différents. Là, maintenant, il y a même des Ouais, je garçons dans sais. certaines classes de yoga. Ben non, Wow! c'est ça. Puis c'est ça, puis c'est le côté communauté du yoga, c'est tellement important aussi. Puis ça fait partie aussi dans les textes ancestraux du yoga. C'est une communauté. Oui, c'est une pratique qui est individuelle. Donc, je ne vais jamais me comparer à toi. Je veux pas. Tu sais, c'est pas une affaire de comparaison. Tu es là pour toi, tu es dans ton corps pendant que tu pratiques, mais tu le partages avec une communauté. Tu peux te nourrir de l'énergie autour de toi. Tu peux te. Tu sais, il y a quelque chose qui fait vraiment, c'est ça, du bien à partager ensemble. Puis je pense qu'ici, c'est tellement différent des studios où j'ai été, de yoga show, surtout, puis c'est pas pour blâmer qui que ce soit qui va à des yoga shows. Je pense que j'y retournerais s'il y en avait parce que c'est le fun à la base, mais c'est juste, c'est ça, t'as du monde de toutes sortes de backgrounds, de toutes sortes de conditions. Puis je pense que, je suis pas dans la tête de personne, mais je pense que la plupart du monde sont là par bienveillance envers eux-mêmes aussi, versus dans les autres studios où j'ai pratiqué, je pense pas que j'étais toujours, j'assume ça, là, mais je pense pas que j'étais toujours la seule qui avait peut-être pas une relation la plus saine avec le sport ou le yoga. Tu sais, c'était très comme une Mm-hmm. compétition, ou c'était peut-être ce que je percevais parce que je le projetais, là, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, le monde sont peut-être un peu plus bienveillants envers leur pratique. Puis, tu sais, j'y trouve un plus grand parallèle avec ce que je voyais en Inde quand je pratiquais sur le toit de mon Raja Krishna avec monsieur, madame, tout le monde qui viennent avant, après le travail pour avoir un corps en esprit puis un esprit sain. Tu sais, c'était plus cet équilibre de vie. Puis dans le fond, c'est quelque chose que je pense qui rejoint la plupart des petites régions aussi, cet équilibre de vie, que c'est pas toujours comme travail, accomplissement de physique, quoi que ce soit, travail, accomplissement physique. C'est pas cette mentalité excessive, rigide-là. C'est vraiment un équilibre, dans le fond, qui est peut-être un petit peu plus prêché. Là. Mais on veut une Ben, qualité c'est de vie. ça. Je pense que c'est une raison pourquoi on va choisir d'habiter ici ou de continuer d'habiter ici. Des fois, on s'en rend pas compte, mais quand on est allé explorer ailleurs puis qu'on revient, on fait ah, il y a une belle qualité Ouais, de vie ici. Il y a plein de choses que je peux faire facilement. Avec le confinement, avec ce qui se passe dans la dernière année, on l'apprécie, nos grands espaces, où ce qu'on a de la place, où ce qu'on peut vivre, où ce qu'on ne se sent pas tellement confiné finalement. Tu exactement. sais, il y a une grande différence, je pense, entre vivre ce qu'on a vécu à Montréal, au centre-ville, puis à Ville-Marie, au Ouais, Témiscamingue. C'est vraiment pas la même non. chose, tu sais. Quand tu regardes tout ton parcours, hein, parce que c'est un peu ça qu'on a fait, ton parcours de début d'adulte à aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dirais par rapport au choix que tu as fait? Tu sais, qu'est-ce que tu as suivi surtout? Tu Ouais. sais, parce que tantôt, tu me faisais rire quand tu disais écoute, je vais à l'université. OK, je signe. Je signe où? Tu sais, Ouais. c'est un peu ça que tu as fait très rapidement, mais qu'est-ce qui a guidé ces choix-là, tu Ben, penses? c'était vraiment, tu sais, il y a beaucoup je sais pas si c'est l'intuition ou le feeling de juste il y a eu des petits déclics à m'amener, puis c'est des minutes, des secondes de comme il y a quelque chose qui m'est passé dans la tête, puis le feeling était bon. C'est comme, ouais, c'est une bonne idée. Puis
Mais il y a cette notion-là aussi, puis ça, je pense que ça l'a débuté avec quand je suis partie en Ukraine, quand je me suis inscrite à ce programme-là. Puis, veux pas, ça a dû être un peu avant pour que je fasse ce move-là. Mais c'est sortir de ta zone de confort, de vouloir comme... C'est ça, moi j'ai grandi, j'étais super gênée, là, j'étais vraiment comme je parlais jamais, je me cachais derrière mon père, j'étais super, super gênée. Puis je vivais dans cette même petite banlieue-là où j'étais entourée des mêmes personnes depuis mon enfance, puis je voyais les mêmes opportunités d'emploi, les mêmes affaires, puis il y avait ce désir-là de vouloir voir autre chose. Même j'étais super gênée, là, puis je voulais pas nécessairement vivre cet inconfort-là, mais je voulais quand même voir ce qui se passait à l'extérieur. Même si finalement, par choix informé, je serais retournée à ce que je connaissais, tant que ce soit un choix informé, puis pas nécessairement parce que j'ai jamais osé m'aventurer dans le fond, jamais osé ouvrir mes œillets. Fait que là, à un moment donné, je me suis inscrite à ce Jeunesse Canada Monde-là, puis c'était encore une soirée, tu sais, je m'en souviens, j'ai ces moments vivides-là de quand j'ai fait les choix que j'ai faits, là. Je me suis juste inscrite, puis ils m'ont demandé de choisir où tu vas aller. Je vais marquer Europe de l'Est, puis je me souviens, c'était comme j'en avais parlé à personne, je l'ai juste fait. Je me suis inscrite, quelques mois plus tard, j'ai eu la réponse. C'était extrêmement difficile quand je l'ai fait. J'étais la seule qui parlait pas anglais, des Ukrainiens qui, eux, étaient à l'université en anglais, de tous les autres Canadiens qui, eux, venaient de provinces anglophones et parlaient l'anglais. Pendant les premières semaines, j'ai pas dit un mot, j'étais terrorisée parce que je comprenais pas ce qui se passait autour de moi. J'avais jamais habité hors de chez moi, mais on dirait que j'avais quand même cette intuition-là ou cette connaissance-là que ça en valait la peine. Puis ça l'a valu la peine parce qu'à la fin, j'en suis ressortie confiante, j'en suis ressortie valorisée. J'ai rencontré des personnes formidables. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'il y a eu ces moves-là qui se sont faits, ça a été, je le sais que ça va être inconfortable au début. Des fois, ça l'a été plus que d'autres. C'est surtout quand j'étais toute seule. Comme l'Ukraine, ça a été plus inconfortable. L'île du Prince-Édouard, au début, ça a été plus inconfortable. Ben, j'avais pas cette béquille-là de, quand j'étais à Toronto, c'était mon ex. En venant ici, c'était mon chum actuel. Tu sais, j'avais pas cette béquille-là de comme au moins je suis pas toute seule. Tu sais, j'ai ce réconfort-là. Mais ça a toujours valu la peine. Puis, tu sais, je parle de mon parcours, mais à l'île du Prince-Édouard, oui, c'est ce qui m'a vraiment fait flipper à l'extrême de mes habitudes malsaines envers les activités physiques, nutrition. Puis c'était extrêmement inconfortable, physiquement au début, quand je me mettais beaucoup de pression, mentalement après, parce que c'était le chaos dans ma tête, puis c'était les conflits émotifs, puis tout ça. Mais je suis pas sûre que je le savais à ce moment-là, là, que ça allait bien aller, mais maintenant, je le sais que je serais pas qui je suis maintenant, je serais pas aussi bien puis équilibrée que je le suis si j'avais pas eu cette phase-là. Fait que c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort-là, puis des fois, je pense que dans la 90% du temps, ben, je choisis de rester dans ma zone de confort. Puis des fois, c'est juste pas d'opportunité nécessairement que tu envisages, mais des fois, il y a une opportunité que tu vas passer ou une idée que tu as, puis ça la donne qu'au même moment, tu as cette espèce de confiance-là ou de comme de « Ah ouais, j'ai le goût de sortir de ma zone de confort ». Puis c'est ces petits microsecondes-là qui se passent, mais c'est là-dessus que j'ai capitalisé, puis ça a donné ce que ça a donné. C'est ça. Mais ces choix-là t'ont permis, t'aurais fait d'autres choix, ça aurait été quelque chose d'autre. Mais tous ces choix-là t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui Ouais. aussi, puis d'être capable de nous faire le témoignage que tu nous fais là. Puis je trouve ça beau parce que c'est pas ah oui, ça a toujours été parfait et toute ma vie elle est wow. Non, tu sais, merci de ta générosité d'être allé dans les moments où c'était peut-être inconfortable de raconter ou qu'on raconte pas nécessairement. On veut bien paraître, fait qu'on veut pas nécessairement raconter nos petits moments moins faciles, mais bravo de l'avoir fait parce qu'il y a sûrement des gens qui vont écouter le podcast et qui vont peut-être en ce moment vivre des moments d'incertitude ou d'inconfort ou des moments où ils sont moins bien puis ils se disent mon Dieu, ça va-tu finir par bien aller? Ben oui, parce que tu as osé faire des petites actions. Tu sais, quand tu parlais que tu as retourné vers le yoga, mais vraiment pas vers ce que tu connaissais, vers les yogas beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, même plus de la méditation, ça t'a permis de découvrir autre chose, puis ça t'a permis de faire les petits pas. Tu sais, en coaching, on dit toujours, faites le plus petit pas possible. Ouais. Mini petit pas que tu peux faire pour aller vers ce que tu désires. Tu vas voir ce que ça va donner. Ouais. C'est vraiment... Je savais que tu avais un parcours extraordinaire sans même le connaître. Ah, mais t'es bonne à faire ressortir le bon chez les gens aussi. Je pense que ça t'a rendu ça très, très facile. Je te remercie. Mais merci d'avoir accepté d'embarquer dans ma petite folie de faire des podcasts. Tu me l'avais dit au départ que tu étais un peu gênée, mais que tu étais
quand même, que tu voulais quand même le faire. Donc, je te remercie tellement pour tout ce beau témoignage que tu viens nous donner. C'est précieux pour moi, puis je suis sûre que ça va être précieux pour les gens qui vont Ah, mais l'écouter. t'es super de créer ça. Tu sais, je pense que l'idée, puis c'est la raison pourquoi ça a été facile d'embarquer, c'est que l'idée est incroyable. C'est juste des autres podcasts que tu as fait, j'ai retiré quelque chose, puis j'ai hâte d'écouter les autres. Fait que l'idée est incroyable, puis je te félicite d'être celle qui les fait. Tu sais, d'avoir l'idée de le faire, puis de passer à l'action, parce que je pense que justement, ça peut bénéficier beaucoup de personnes. Là. Moi, ça le fait, puis je l'apprécie. Ben, tu vois, une chose qu'on a en commun, c'est de faire oh, j'ai une idée, je le Ouais, c'est fais. ça. J'ai ça, moi, d'oser sans trop savoir comment ça fonctionne, mais de me Ouais. lancer. J'ai ça, moi, en moi. Puis des fois, c'est déstabilisant pour les gens autour de nous. Ouais. Mais bon, Mais bon, c'est c'est ça. comme À la ça. longue, il y a des belles choses qui en ressortent, il y a des apprentissages qui en ressortent, puis c'est ça qui est le fun. Ah, ben, merci pour ton temps, merci pour ton partage. Ça a été un super beau Ah, je te moment pour moi. remercie, Véro. Bonne journée. Au plaisir. Bye. Bye bye.